déjà passé de bonnes vacances et de bonnes fêtes. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle émission. On va parler un peu de foot. Donc on a Esteban avec nous. Ouais. Valentine. Bonjour. On a aussi Leïla à la régie avec Lauriane. Et on a une intervenante qui vient aujourd'hui, Coralie. Salut à tous et à toutes. Donc elle va se présenter un peu plus après. Donc comme je le disais, on va parler de foot. Donc on va commencer par faire un petit débrief de la Coupe du Monde. Puis on va parler un peu des actualités du foot. Ouais, en ce moment, voilà. ouais, c'est ça. Et après, on finira comme d'habitude avec les petites recommandations. Ouais, voilà. exactement. Donc Coralie, on te laisse te présenter. Voilà. Eh ben, moi, je suis donc Coralie, j'ai 25 ans. Je suis journaliste pigiste au Parisien, à Eurosport, à Foot Mercato et à Real Madrid France. Dans ces médias, j'ai couvert plusieurs déjà événements sportifs comme Roland Garros, les Jeux Olympiques de Tokyo, de Pékin et également la Coupe du Monde, mais pas sur place. Enfin, Roland Garros, je suis allée sur place, mais tout ce qui est Coupe du Monde et tout, j'étais évidemment à Paris. Donc, vu qu'on va parler de la Coupe du Monde, je pense savoir à peu près de quoi je parle. Ça sera super, ça fera une bonne, ça fera un côté très proche et tout ça que nous on n'avait peut-être pas forcément et ça peut être super. Je pense. Ouais, du coup, même comment on a vécu ça aussi de l'intérieur, nous, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, quand on a la France en finale et tout, évidemment on est pour les Bleus. Donc, malheureusement il y a pas l'issue qu'on espérait tous. C'est assez triste. Mais du coup, voilà. Mais oui, c'était assez palpitant à suivre et tout ça, c'était vraiment super. Exactement. Mais donc voilà, on va commencer donc par débriefer cette Coupe du Monde. On peut commencer par un bilan un peu général de qu'est-ce qu'on en a pensé. On pourrait déjà au niveau du niveau de jeu, genre on en a vu. Enfin moi j'en ai vu 3. Je pense que je suis à ma 3e Coupe du Monde. J'avais commencé en 2014, c'est la première Coupe du Monde que j'ai vue. Et des euros et tout ça entre temps. Mais en termes de niveau de jeu, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'était vos attentes On voit Valentine qui suit très peu le foot, nous regarde avec de grands yeux. J'aime pas regarder le foot et vous me demandez de débriefer ça. Donc Tu donneras ton avis quand même sur les émotions que tu as pu vivre dans ces 15 minutes de finale de Coupe du Monde que tu as pu regarder. Mais du coup, vous, qu'est-ce que vous avez pu en penser, tout ça, en termes de niveau de jeu déjà ? Bon, moi je suivais pas trop le foot avant. J'ai commencé avec la Coupe du Monde en 2018, enfin l'Euro 2016. Ouais. Enfin moi je regarde un peu que le foot, l'équipe de France. Ouais. Okay. Et mais là du coup cette année je me suis vraiment pris au jeu et je commence un peu à me passionner pour le foot. Je regarde beaucoup de trucs maintenant. Et c'est vraiment un peu la première Coupe du Monde du coup, le premier match où je regarde vraiment le foot en sachant un peu ce que je regarde. En fait. Oui. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu rêver. Hein. Ouais, oui. Mais voilà. par exemple, tu regardes les matchs de Ligue des Champions, tout ça, toute l'année. Est-ce que tu trouves que le niveau, ça faisait retranscrire les mêmes émotions, le même niveau de jeu, le même. Justement, je regardais pas avant. Ah, la Ligue des Champions, tout ça, tu regardais pas mais même avant la Coupe du Monde, les matchs, tout ça. J'en ai vu, j'en ai aperçu, mais je regardais pas. Ah vraiment, oui, ok. Je suivais pas du tout, mais. Ok. Et du coup, toi, t'en penses quoi, toi, Coralie Moi, je l'ai trouvé vraiment bien au niveau du jeu et au niveau notamment du suspense qu'il y a eu. C'est vrai qu'on avait des équipes dans le dernier carré qu'on n'attendait pas forcément, comme le Maroc par exemple, qui a fait une super Coupe du Monde. Après, c'est vrai que moi, la première vraiment que j'ai vécue, c'est 2006. J'avais 9 ans, donc moi j'ai vu tout ce qui était coup de boule de Zidane et toute la symbolique derrière et tout ça. Et j'avais trouvé quand même que 2014 était un peu mieux parce que je trouve qu'au niveau des buts, il y avait plus d'esthétisme. Par exemple, le but de Van Persie contre l'Espagne ou de James Rodriguez contre exactement. Que là, alors on a eu beaucoup de retournements de situation, mais on a vu par exemple pendant 70 minutes, il n'y avait pas grand-chose en fait. Et ça se retournait bien souvent en fin de match. Mais oui, pour moi, c'était quand même une très très belle Coupe du Monde. Et puis, on a eu des émotions de fou parce que c'était aussi la dernière de certaines de nos idoles. Cristiano Ronaldo qui sort en pleurant. Lionel Messi, c'était sa dernière, il la gagne. Neymar, on ne sait pas trop. Donc c'est vrai qu'on avait aussi un peu une fin de génération de joueurs comme ça. C'est un peu toute cette génération 85-90 qui s'arrête pour d'autres, on ne sait pas encore. Neymar, on ne sait pas encore, mais avec la forme physique et son capital physique qu'il a, on peut se dire que ce devrait être sa dernière Coupe du Monde. Mais oui, je pense que, je ne sais pas si c'est pas l'émotion qui a rattrapé un peu le niveau de jeu, c'est-à-dire que
tout le monde a un peu fantasmé sur enfin, par exemple, moi je pense à ce Argentine-Pays-Bas, on est à 2-0, il y a 2 buts à la fin, on n'y croit pas du tout. Mais en fait, pendant 90 minutes de jeu, on peut pas dire qu'on a vu du magnifique foot, quoi. C'était pas. Bah clairement, mais même le France-Argentine, en finale, la France n'était pas au niveau pendant 80 minutes. Il cadre son premier tir sur le pénalty de Kylian Mbappé qui est marqué. Donc oui, on se rend bien compte que en fait, ces matchs-là étaient... Ouais, il y a eu une émotion énorme. Après, c'est vrai que c'est aussi un peu le propre de la Coupe du Monde parce que c'est tous les 4 ans. Donc, tu comparais ça à la Ligue des Champions tout à l'heure, c'est pas la même tonalité puisque c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est tous les ans. Et donc, tu as des matchs couperés, alors parfois très bons. On a vu le parcours du Real Madrid l'année dernière, où c'est vrai que contre le PSG, Chelsea et tout ça, ça a marché. Mais c'est vrai que pour la Coupe du Monde, c'était tout le temps et tout. Et puis on a eu de vraies surprises comme le Maroc. Je pense que personne n'avait parié sur le Maroc avant la compétition. Oui, et puis après le foot de sélection, on a vraiment pas le temps de créer une espèce de tactique, quoi que ce soit. C'est vraiment ça doit être brut, ça doit avoir des résultats tout de suite. Et c'est pas quelque chose qui marche sur la durée. Il y a très peu de sélections qui arrivent à vraiment créer quelque chose. Il faut que ça marche maintenant, tout de suite. Et c'est l'immédiateté un petit peu du truc qui fait que ça change avec la Ligue des Champions, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, en sélection, alors tu as des sélections, des fédérations qui parient plus sur l'individualité, comme la France. C'est vrai qu'on a des individualités hors normes. Et puis, tu en as d'autres qui vont parier plutôt sur le coach, comme l'Allemagne ou l'Espagne. L'Allemagne qui a fait venir Hans-Dieter Flick, qui a gagné la Ligue des Champions, et l'Espagne qui avait Luis Enrique, qui est quand même un tacticien qui se respecte. Mais je veux dire, quand on regarde le Brésil, le Portugal et tout ça, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas des immenses coachs. Et d'ailleurs, c'est ça, je pense, qui leur a fait défaut, parce que je veux dire, Santos, avec l'attirail qu'il avait en défense, au milieu et tout ça, il aurait pu faire quand même bien mieux. Faut des coachs qui savent se faire respecter, qui savent gérer les stars surtout, parce que c'est vraiment le rendez-vous des stars, la sélection. Et là, moi, quand je pense à ça, je pense à Zinedine Zidane, qui pour moi est le coach parfait, et même Didier Deschamps l'est très bien aussi, de savoir gérer les égos, les stars, et qu'il faut toutes ces stars, il faut qu'elles poussent vers le même objectif, c'est-à-dire remporter la Coupe du Monde, ou enfin remporter les titres. Et ça, je trouve que c'est un objectif très compliqué, et pour moi, le métier de sélectionneur et le métier de coach en club, c'est 2 mondes à part, et c'est très difficile à faire, quoi. Là où Deschamps est très fort, c'est qu'en fait, il arrive à maximiser et minimiser ses temps forts et temps faibles. C'est-à-dire que quand il a des temps forts, il va les marquer. Et quand il a des temps faibles, il arrive en fait à éviter l'orage. On l'a vu notamment contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, l'équipe de France joue mal, mais elle passe. Contre le Maroc, l'équipe de France joue mal, mais elle passe. Parce qu'en fait, dans les temps faibles, où justement on sent que ça déborde, en fait, les joueurs sont calmes et tout. Et ils arrivent en fait à garder leur calme jusqu'au moment où ils vont marquer. Ils vont avoir besoin d'une occasion, une demi-occasion, tout ce que tu veux, ils vont la mettre. Donc en sélection, c'est sûr que ça marche. Oui, ouais. Mais en tout cas, en tout cas, de manière générale, cette Coupe du Monde et toutes ces émotions qu'on a vécues, vous êtes d'accord tous avec moi pour dire que c'était peut-être du coup on peut en dire que le niveau de jeu était peut-être pas satisfaisant, mais après il y a aussi un débat qu'on va ouvrir, c'est la Coupe du Monde en décembre, où on se retrouve avec Deschamps, là d'ailleurs beaucoup critiqué, de cette Coupe du Monde où il y a une semaine de préparation et où c'est très difficile de rentrer directement dans le truc. Et du coup, là, de manière plus... là, je m'adresse à vous en tant que supporter. Comment vous l'avez vécu cette Coupe du Monde en décembre ? Est-ce que c'est à refaire ? Est-ce que c'est mieux que les Coupes du Monde d'été ? Vous le voyez comment, vous ? Toi, Valentine, qui a vu 1% du football mondial, que penses-tu ? Je sais pas, j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de la part des Français, j'ai pas l'impression qu'ils étaient autant impliqués que comme en 2018 où j'entendais plus parler par tout le monde, qu'on en entendait plus parler souvent. Après, c'est peut-être aussi que je suivais moins qu'en 2018 aussi. Mais même quand je vois sur les réseaux sociaux et tout, j'avais pas un truc qui parlait de la Coupe du Monde. Contrairement en 2018 ou quand je sortais ou quoi que ce soit, tout le monde me parlait un peu de ça. Est-ce que c'était peut-être aussi parce que c'était un peu la période des fêtes, du coup il y avait d'autres choses à penser et tout, je sais pas. Ouais, je sais pas. Toi, t'en penses quoi, Paul ? Tu penses que c'est quoi il y a pas le mieux, mais savoir ce qui change, quoi. Déjà, on n'était pas dehors. Ouais, quand on était dehors. Il faisait super froid. Ouais. Enfin, ici, mais je pense un peu partout. Et il y avait plus de... Moi, j'ai beaucoup de souvenirs aussi de la Coupe du Monde 2018. On était dehors. Je veux dire, dans les bars, la finale, on l'avait vu. Il y avait peut-être pas la même ambiance. C'était différent. Ouais, ok, je vois.
Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, d'un côté, je suis d'accord parce que la Coupe du Monde, c'est historiquement en été. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas changer ça. Après, je trouve qu'il y avait quand même énormément d'engouement. On a vu que ça avait fait des records d'audience. Il y avait 25 millions de téléspectateurs devant la finale. Et puis, moi, en plus, j'avais été envoyée spéciale sur les Champs-Élysées lors de la qualification du Maroc. Et du coup, je peux vous dire que l'engouement y était, quoi. On sentait les gens heureux, on sentait... Non, moi j'ai trouvé justement qu'il y avait un engouement avant justement la Coupe du Monde. On entendait souvent parler du boycott, machin, on va boycotter parce que le Qatar pâte un coup fin. Alors tout le monde pense bien ce qu'il veut de ça. Mais les gens, moi je les ai trouvés vraiment intéressés et puis on sentait que voilà, ils étaient derrière les Bleus. Et je pense que là où cette Coupe du Monde a été bien, c'est au niveau des horaires. Parce qu'il y avait des matchs à 16h, il y avait des matchs à 20h. 20h, les personnes un peu âgées, elles pouvaient regarder, elles se couchaient à 22h, 22h30. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un vrai engouement là-dessus. Mais l'horaire du 20h d'ailleurs, je trouve qu'il serait important de le garder parce pour moi il est parfait quoi, vraiment le créneau est super je trouve. Et après du coup pour l'idée de cette Coupe du Monde en juillet, en décembre, je crois que j'avais vu au niveau du boycott que en France on était les seuls à pas avoir boycotté. En Allemagne les chiffres avaient baissé, Danemark, Pays-Bas, Espagne, tout avait baissé et en France ça n'avait pas baissé. Alors ça je sais pas comment l'expliquer, à vrai dire j'en sais rien. Moi je pense que ça s'explique parce que la France est allée loin. Oui il y avait ça. Après je crois que ces chiffres étaient pas au début de la Coupe du Monde mais n'étaient pas non plus à la fin, donc j'en sais rien. Après je pense qu'au niveau de l'audience etc, ça vient du fait que l'été souvent on sort et tout ça, donc on n'a pas forcément envie de se mettre devant, même si des fois il y a des écrans géants dehors, mais pas forcément envie de se mettre devant un écran et de regarder un match. Là, l'hiver à 20h, nous surtout dans les Hautes-Alpes, on vous dire à 20h dans le Briançonnais, à part regarder la télé, on n'a pas grand-chose à faire. Donc du coup, je pense que ça vient aussi de là. Bon après, je dis pas que Briançon c'est une généralité dans toute la France, mais qu'il y avait un peu cette idée-là, et c'est pour ça qu'il y a eu des audiences, en tout cas en France, aussi élevées. Et oui, je pense que ça vient de là, quoi. Je pense. Mais de savoir si la Coupe du Monde est mieux en juillet ou mieux en décembre, c'est deux choses différentes. Après, j'avoue que l'été, il y a toujours ce côté, voilà, c'est les vacances, tout ça, ça fait vraiment un truc super. Ça fait vraiment un engouement, et puis même toutes les compétitions sportives, soit Tour de France, tout ça, tout se passe l'été. Mais après, j'ai pas trouvé ça dérangeant dans le rôle du supporter, quoi. Le souci, en fait, c'est plus pour les joueurs eux-mêmes, parce que comme tu as dit, ils n'ont pas eu de préparation, ils ont enchaîné. En plus, je sais pas si vous êtes un peu supporter de club ou quoi, mais ils jouaient tous les 2-3 jours. On se dit, c'est très compliqué, machin. Donc c'est vrai que sur les organismes, je pense que ça va peser, et ce serait intéressant aussi de voir comment ces joueurs-là qui sont allés loin vont finir la saison, parce que comme tu le dis, l'été, il y a une préparation, ils ont 2 semaines de vacances avant, après ils se préparent pendant 2 semaines. Là, comme tu disais, avant la Coupe du Monde, Deschamps disait mais en fait je peux même pas faire des tactiques, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de matchs amicaux, donc on est coincé comme ça. Donc moi je préfère quand même l'été, parce que je pense que c'est traditionnellement l'été, et la Coupe du Monde doit rester comme ça. Après là c'est vrai qu'il y avait le souci climatique où justement l'été en fait on pouvait pas la faire, et même là en hiver on s'est rendu compte que c'était chaud. On a vu les Anglais et tout qui des fois faisaient des malaises à l'entraînement parce qu'il faisait trop chaud. Donc oui, moi je pense que c'est quand même mieux en été. Ouais, enfin même là, moi j'aimerais bien vraiment suivre les joueurs, surtout de Première Ligue, qui enchaînent des matchs tous les 3 jours, voir comment ils vont finir l'année. Je sais pas, je pensais les joueurs pour moi qui enchaînent le plus, ça me fait penser à Hugminson de Tottenham, qui lui, je me souviens, une saison avait fait 78 matchs sur un an, ce qui est stratosphérique. Enfin, c'est 78 matchs pour l'organisme, je crois que c'est pas vivable. Et je pense aux joueurs, argentins ou français, ou même les Marocains, Croates, tout ça, qui ont joué, je crois que c'est 13 matchs ou quelque chose comme ça. Enfin non, peut-être un peu moins, 7 matchs, et qui vont devoir là retrouver la compétition dans un mois, c'est la Ligue des Champions. Et je me dis, pour les organismes, et puis quand on pense aussi à cette Coupe du Monde en 2026 de 46 équipes, où l'objectif en gros c'est plus de matchs, il y a un moment où il y a peut-être des limites humaines à stopper, quoi. Et puis surtout, on parle souvent de l'aspect physique, mais il y a l'aspect mental. Je sais qu'on avait eu une fois en interview, alors je ne sais plus quel joueur de 1998, qui disait que lui, il avait passé le temps sur le banc, mais en fait, dans le groupe, mentalement, c'est très difficile parce qu'ils sont concentrés, parce qu'il y a un instant T où il faut être bon et tout, et qu'en fait, après, il faut relâcher la pression.
Et là, en décembre, ils ne peuvent pas la relâcher parce que, comme tu dis, tu as vu, les matchs de Première Ligue ont repris. La Ligue 1 aussi, l'Espagne aussi. Donc, en fait, tu es tout de suite dedans. La Ligue des Champions va arriver en février. Donc, puis il faut repartir tambour battant. Là, je vois déjà, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était jeudi il y a 2 semaines, Manchester City-Liverpool. C'est un gros match que tous les joueurs doivent être concentrés. Bon, Liverpool et Manchester City ont la chance d'avoir leurs meilleurs joueurs qui ne sont pas, enfin leurs 2 meilleurs joueurs selon moi qui n'étaient pas concernés par la Coupe du Monde, Mohamed Salah et Erling Haaland, mais ceux qui vont revenir de cette Coupe du Monde, ils vont être désavantagés par tout ce qu'ils ont dû donner pendant la Coupe du Monde. Même émotionnellement, moi je pense à notre Kylian Mbappé national. Mentalement, je l'ai trouvé très très fort là dans son retour. Bon, ça fait pas longtemps, mais perdre une Coupe du Monde à 23-24 ans et revenir comme ça et jouer, revenir et penser à la Ligue des Champions, il faut mentalement être très, très fort, quoi. Le truc, c'est que ce sont des gros compétiteurs et oui, il faut être très fort mentalement. D'ailleurs, on l'avait vu en 2018 avec Luka Modric qui avait eu quelques mois un peu de moins bien parce que je pense qu'il devait se remettre parce que c'est vrai, on touche en fait le rêve du bout des doigts. Et puis c'est vrai que Mbappé aimerait beaucoup être sur les standards de Pelé. Bon, du coup il y sera pas parce que Pelé en 62 il la gagne. Mais c'est vrai que oui, il est revenu très vite à l'entraînement. Alors est-ce que c'était pour oublier? Est-ce qu'il a eu raison ou tort? On verra en mars. Parce que c'est vrai que là, je pense qu'il est encore très bien physiquement et tout. Mais après, il faudra voir si l'organisme suit aussi dans la saison. Après, on peut aussi dire que le PSG a quand même énormément d'avance au classement général. Donc pour le championnat, ça ira. Mais après, c'est pour la Ligue des Champions. Mentalement, je doute pas je pense pas que Mbappé aura du temps. Il va avoir du temps pour s'en remettre et tout ça. Mais je pense que son objectif, vu qu'il l'a pas encore remporté, la Ligue des Champions, son objectif de Ligue des Champions, il va pas le perdre et il aura quand même mentalement, il sera prêt. C'est plutôt physiquement où il faudra le faire reposer, ça c'est sûr. Et c'est surtout plus Neymar, parce que c'est vrai que Neymar, c'était son rêve un peu de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. C'est vrai que le Brésil avait justement pour une fois les armes, parce qu'en 2014 et 2018, ils n'avaient pas vraiment des joueurs pour ça. Là, il les avait. Finalement, il y a eu une vraie désillusion parce qu'en plus, ils sortent contre les Croates. Donc, je pense que pour Neymar, ce sera bien plus difficile. Ouais, mentalement, ça sera dur de le retrouver. Bon, on continue ce débrief de Coupe du Monde où on s'écarte des fois un peu du sujet, mais c'est des discussions que je trouve très intéressantes. De manière générale, les flops et les tops, un petit peu on va essayer de faire ça plus vite, mais les tops et les flops des nations déjà, vous en pensez quoi? De quelle équipe a déçu, quelle équipe a... Bon, moi j'ai des idées déjà de qui a déçu, qui a comment on peut dire, surpassé nos attentes. Toi, Paul, tu en penses quoi? Déjà, il y a le Maroc, comme on en a parlé, qui était la grosse surprise. Avec les joueurs qu'ils avaient, c'est fou. Puis comme Coralie l'a dit, pour la France, il y a eu beaucoup de retournements de situation. Donc oui, c'est là où Deschamps est fort aussi. C'est dans ses mots, dans ce qu'il peut dire aux joueurs, puis dans ses tactiques. Oui. Mais après, moi, j'ai pas vraiment regardé trop les autres équipes, mais pour moi, la France, elle a quand même bien, elle méritait bien quand même bien sa place en finale. Et oui, c'est. Bon, il y a Leïla qui nous fait des appels de phare pour nous dire quelle équipe l'a déçue. ça vient de sa binationalité. C'est donc la Belgique qui a malheureusement déçu, mais l'Allemagne aussi. Oui, l'Allemagne, l'Allemagne évidemment. La Mannschaft de Manuel Neuer et l'Espagne qui a déçu, qui pourtant faisait une très bonne début de Coupe du Monde, c'était hyper intéressant. Et avec Gavi, moi j'attendais beaucoup de ce jeune homme de 18 ans, mais ce sera pas pour cette année pour lui. Mais oui, l'Espagne, l'Allemagne, on peut penser au Japon dans les équipes qui ont surpassé nos attentes. Même si au final, je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, je trouve pas, parce qu'ils sortent quand même d'un groupe avec l'Espagne et l'Allemagne. Et ils tombent contre les Croates. Et ça fait des années, justement, qu'ils vont en 8e de finale. Parce qu'en fait, ils ont le projet d'aller en finale dans pas longtemps et tout. Et c'est vrai que là, en fait, ils disaient qu'ils étaient un peu dans une année de transition où ils voulaient à tout prix passer en quart. Oui, il y avait des jeunes qui étaient faits pour... Et ils n'ont pas réussi. Donc, le Japon, c'est oui et non, entre guillemets, parce qu'ils font quand même une Coupe du Monde. Moi...
Moi, je dirais comme toi le Maroc, la France parce qu'aussi c'est la première équipe depuis. Alors attendez, je crois que c'est 60. Qui enchaîne deux Coupes du Monde. Ouais, qui sort des poules en ayant gagné. Depuis 98. Et non, parce que la France l'a pas. En 2002, oui. Ouais, voilà. Exact. Et donc la France quand même a fait vraiment une belle Coupe du Monde. Après, ils étaient attendus. Qui a fait une belle Coupe du Monde aussi, les Croates qu'on n'attendait pas du tout, parce que c'est vrai qu'en 2018 ils avaient une équipe vraiment très très vieille. Oui, et puis on s'était dit que c'était la chance leur chance était passée, en fait clairement, ils auraient pu la revoir. On a vu des jeunes joueurs comme Gvardiol, Livakovic et tout, vraiment on s'attendait pas à ça, donc clairement aussi les Croates. Et puis j'ai trouvé que c'était aussi le mondial de l'Afrique, quoi. Parce que le Maroc va en demi-finale, c'est la première équipe africaine à le faire. On a vu quelques équipes africaines aussi faire de bons résultats. Le Sénégal. Donc j'ai trouvé le mondial de l'Afrique vraiment très très intéressant. Et aussi l'Océanie, mais qui a un peu finalement déçu sur la fin. Au début, l'Arabie Saoudite, on a tous été hypés à mort par ce match contre l'Argentine. Puis le Japon, qui, oui, moi je te rejoins là-dessus, où finalement on s'attendait à beaucoup de choses avec les promesses de la phase de poule, pour au final qu'ils perdent contre les Croates et qui finalement s'arrêtent comme ils s'étaient arrêtés il y a 4 ans contre la Belgique. Et alors qu'il y avait un changement, c'était la fin des Keisuke Honda, tous ces joueurs-là, et que c'était... Il y en a un qui joue à Reims, Ito, très très bon joueur, Daisen Maeda du Celtic. Tous ces joueurs-là, toute cette nouvelle génération, qui vraiment il y avait même cette équipe était émouvante à voir jouer. C'était vraiment, ils étaient à fond avec cet esprit-là. Et donc oui, le mondial de l'Océanie avec l'Australie aussi qui va en 8e de finale avec. Pourtant, moi, lors du premier match, je m'étais dit qu'ils n'allaient pas aller très loin. Et finalement, avec leur soutard de 2,13 m en défense centrale. Mais en plus, ils avaient gagné leur premier match depuis 2010, je crois. Enfin, il y avait un truc comme ça en Coupe du Monde. On s'est dit, mais les gars, c'est pour ça ils étaient fous. Oui. Mais du coup, le mondial des surprises. Oui, des surprises. Et moins pour l'Amérique latine. Enfin, si, j'allais dire pas pour l'Amérique latine, mais en fait, je pensais au Brésil, mais l'Argentine, l'a eu complètement. Mais après, oui, des déceptions pour le Brésil. D'un côté, l'Amérique latine a déçu parce que c'est vrai que l'Uruguay. Oui, l'Uruguay n'y est pas allé. Ouais, il n'y est pas allé, alors qu'il y avait une nouvelle génération, là, la ligne Arroyo, Valverde et Nunez. Et aucun. Puis c'est la fin aussi, quand on disait la fin des anciens avec Cavani, Luis Suarez, Godin. Je savais même pas qu'il était encore là, mais lui, quand je l'ai vu sur le terrain, je me suis dit c'est fou. Mais même, je sais pas si tu as connu, mais ils avaient un vieux en tant que sélectionneur, Oscar Tavares, même il avait une canne sur le bord parce qu'il tenait plus. Mais lui, il a arrêté là, oui. Donc non, ça a été comme tu dis la Coupe du Monde des surprises et vraiment, le Maroc, on a vibré avec le Maroc. Oui. Quoi qu'il arrive, on a vu des joueurs qui se sont, par exemple, je pense à Ounahi, qui joue à Angers. Et que je suis très déçu en tant que supporter du LOSC que Lille n'ait pas voulu piocher chez ce joueur alors qu'ils avaient mis 7 millions d'euros. Mais bon. Après, je pense qu'il partira plus haut que l'autre. Là, il va partir beaucoup plus. Mais cet été, il y avait eu une idée comme ça et ils n'ont pas le bout. J'étais très déçu. Mais sinon, oui, le Maroc, je pense aussi à des joueurs dont on entend souvent parler, enfin qu'on a déjà entendu parler, mais qui se sont vraiment, je trouve, révélés. C'est comme je pense à Sofiane Amrabat au milieu de terrain, qui, je me souviens de je crois que c'est contre l'Espagne ou le Portugal, où on le voit en fin de match, on le voit épuisé, commencer à continuer à dribbler, à réussir à sortir des ballons, et le ballon je me souviens qu'il envoie devant, je sais plus qui c'était devant, mais oui, peut-être Nesiri ou celui qui rentrait, je sais plus, mais c'était même Romain Saïs. Oui, Romain Saïs et Naïf Aguerd derrière, la défenseur centrale était très fort. Donc on a un peu parlé des tops et des flops pour la Coupe du Monde. Donc on se demandait si on n'avait pas trouvé maintenant une nouvelle charnière centrale pour la France avec Upamecano. Et moi du coup, je l'assume parce que c'est moi qui l'ai écrit, parce que j'y crois un petit peu. On a vu les limites durant cette finale de Coupe du Monde. Je sais pas ce que tu en penses, Coralie, mais les limites de Raphaël Varane, même s'il revenait de blessure, on a vu que quand Konaté est rentré même s'il est rentré à la toute fin, moi j'étais beaucoup plus rassuré, même durant toute la Coupe du Monde, beaucoup plus rassuré lorsque Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté jouaient que quand Raphaël Varane jouait. Après, ça reste un leader et c'est pas l'histoire de le jeter, de le sortir du 11, mais il y a quand même une connexion du Rasenballsport Leipzig, Upamecano Konaté,
qui est, je pense, à développer. Je sais pas ce que tu en penses. Le souci, c'est que je suis d'accord, mais je pense que Deschamps est un grand conservateur et qu'il ne sortira pas ce Varane du 11. Après, moi, j'ai vraiment été très impressionnée par Upamecano parce que j'ai trouvé qu'il avait une qualité de relance qui apportait énormément à l'équipe de France et même dans sa manière de défendre, dans l'anticipation et tout. J'ai trouvé qu'il était vraiment bon justement avec Varane. Alors c'est vrai que Varane, ça fait quelques années que c'est un peu compliqué et tout, mais je pense qu'il ne le sortira pas du 11. Mais par contre, c'est vrai que Konaté, en troisième défenseur, voilà, quoi, je veux dire, c'est le choix du roi. Enfin, il y en a un qui se blesse, tu as un défenseur hyper fort et tout ça. Il doit encore apprendre et puis il sera titulaire certainement dans 4 ans ou 8 ans. Mais de manière générale, bon, on va pas trop s'étaler là-dessus, mais je trouve que le réservoir français en défense centrale, c'est un luxe que aucune nation peut se permettre, je pense. Je pense à Konaté, Upamecano, Varane, Kimpembe, Saliba, Wesley Fofana qu'on n'a jamais vu mais qui en Angleterre il est beaucoup aimé du côté de Chelsea. Je pense à Koundé aussi, qui est à la base qu'on a décalé. On commence à décaler des défenseurs centraux pour pouvoir avoir de la place. Mais il y a un réservoir monstrueux. Je pense à Badiachil aussi, qui est de Monaco, qui va peut-être signer à Chelsea. Et il y a vraiment un réservoir qui est fou et qui malheureusement est moins présent du côté de la. Je sais pas, je penserais au poste de latéral droit par exemple, où on est un peu plus démunis. Le truc, c'est que le poste de latéral, mais c'est ça dans toutes les sélections en fait. C'est très compliqué. On sent même à gauche et tout, il y a très très peu de gros latéraux. Et quand vous regardez les grosses équipes, à part à la rigueur l'Angleterre qui a Rhys James, Trent Alexander-Arnold. Et encore à gauche, ils sont. Voilà, ils sont et encore à gauche, c'est pas. Mais je pense que dans le foot actuel, il y a un gros déficit de latéraux. Et on voit souvent des sélections qui jouent plutôt avec des défenseurs centraux en tant que latéraux. La France. Ouais, on l'a vu avec le Brésil aussi. Le Brésil avec Militao. Ils font jouer Militao. Alors je sais plus ce qu'il faisait Santos, mais Cancelo il avait viré pour mettre je sais plus qui. Ah oui, il y avait Guerrero. Voilà. Oui. Donc oui, en fait il y a un vrai déficit, mais la France a un tel vivier, que ce soit en défense centrale, au milieu de terrain et en attaque. Mais évidemment qu'en 2026, la France sera encore candidate au titre. Oui, c'est obligatoire. Puis tous ces joueurs seront confirmés et ce sera, je pense, encore meilleur. Donc ensuite, dans les autres débats qu'on a un petit peu sur l'équipe de France, il y a l'idée de l'après-Loris et de non seulement au poste de gardien et au poste de capitaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Maignan. Moi j'ai le cœur lillois. Maignan, pour moi, il doit être là depuis un an. Qui est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et puis dans les séances de pénalty, c'est autre chose. Et oui, c'est ça, on peut en parler. Parce que moi, j'y ai beaucoup pensé à Mike. Quand il était, je l'appelle Mike, vraiment. quand on se prend un penalty, quand on se prend les 3 penalties, même je l'avais senti en 8e de finale, si on s'en souvient bien, avec Lewandowski, qui tire son premier penalty, Loris l'arrête, sauf qu'il dépasse de la ligne. Deuxième penalty, Lewandowski le met, mais Loris a encore dépassé de la ligne. Donc ça, c'était anecdotique, mais finalement, c'était révélateur de cette finale de cette séance de tir au but, même si on était dans l'euphorie de se dire on a gagné, on a retourné la situation 2 fois, on va peut-être y arriver une 3e fois. Et en face, il y a le meilleur gardien du monde, je pense, sur les tirs au but en ce moment, Emiliano Martinez. Et même si il est très critiqué et très critiquable de mon côté, je n'apprécie pas du tout. Mais Mike Maignan aurait fait très bon travail au tir au but. Mais bon, on peut pas refaire ça. Mais oui, je pense que en post-Coupe du Monde, dans cette post-Coupe du Monde, j'ai hâte de voir ce que Maignan peut apporter, quoi. C'est vraiment ça. Puis même en tant que 2e et 3e gardien, il y a du monde en France. Il y a Brice Samba qui fait une super année avec Lens. Il y a Alban Lafont. En Angleterre, Meslier, qui lui est très peu, on parle très peu de lui parce qu'il n'est pas là, mais pas trop en France. Mais il y a lui, il y a l'éternel espoir Alphonse Areola. Oui. Après Areola en tant que 3e gardien, c'est très bien parce qu'il ne fait pas de vagues. Oui, voilà. Mais du coup, au niveau du gardien, il y a aussi un vivier. Et savoir aussi, du coup, pour le rôle de capitaine, on pensait donc à Raphaël Varane et à Paul Pogba, mais là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une rumeur comme quoi, si Loris arrêtait, ce serait possible que Kylian Mbappé reprenne le flambeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si c'est une bonne idée, si c'est trop tôt, si c'est... Moi, je suis pas dans le secret des dieux. Je sais pas du tout ce que Deschamps fera, mais vu comment il est conservateur, je pense qu'il donnera le capitanat à un joueur un peu plus confirmé. Par exemple, Varane l'a déjà porté quand Loris n'était pas là ou quoi. Donc, je pense que ce sera plus Varane. Après,
Mbappé, je pense qu'il l'aura un jour, mais peut-être pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a encore des étapes à monter et je pense qu'il sera plus à Varane. Mais moi je trouve ça un peu dommage parce que là dans cette euphorie on a vu que là qui c'est qui a pris un petit peu le rôle de leader, tout ça au moment de la finale, c'est Mbappé. C'est bon, même si ça vient d'un penalty et tout ça, c'est pas forcément lui qui prend le ballon du milieu de terrain, qui va dribbler tout le monde, mais en tant que leader technique, c'est lui qui est arrivé et qui a changé le scénario et qui a tout changé. Même sur le terrain, on le voit au moment des célébrations, tout ça, il est là, il dit aux autres gars on va s'en sortir. Ou même je sais pas si vous avez vu un peu des extraits dans les vestiaires à la mi-temps, quand ils parlent, Mandanda qui a 37 ans, ils tiennent limite le même discours. Ils ont 13 ans d'écart. Et je trouve ça dingue à son âge. Et puis, il a vécu tellement de choses déjà à son âge que je me dis, pourquoi pas être capitaine. Après, oui, c'est Deschamps. Il y a une différence entre leader technique et leader de vestiaire. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Et puis, les leaders de vestiaire ne sont pas forcément les leaders techniques parce qu'ils savent parler, parce qu'ils trouvent les mots. Même, tu parlais justement des discours à la mi-temps. Celui de Varane aussi était vraiment très bien. C'est vrai, et oui, après, c'est vrai que Mbappé, on sait que c'est le leader technique des Bleus et c'est son équipe. Même si Griezmann aussi a envie que ce soit la sienne, c'est plutôt celle de Mbappé parce qu'en plus il met un triplé en finale de Coupe du Monde, donc maintenant tu peux plus faire grand-chose. Mais je pense que le capitanat non sera plus pour Varane, en plus connaissant Deschamps, il est plutôt dans l'optique de le plus vieux le capitanat, le plus ancien récupère pour le respect, tout ça. Donc après on verra ce qu'il fera. C'est vrai que Mbappé peut l'avoir parce que Cristiano Ronaldo au Portugal il doit l'avoir à peu près au même âge, le capitanat. Donc on verra bien. Oui on verra, mais après c'est une petite franchement c'est une petite volonté de ma part de me dire pourquoi pas, mais après je comprends l'idée du plus ancien, tout ça, et puis c'est dans la tête de Deschamps, donc bon, on verra bien. Je pense qu'on peut clôturer cette page Coupe du Monde. Donc maintenant on va passer aux actualités foot, comme on l'a dit au début. Donc je te laisse dire, Stéphane, ce que tu avais marqué. Donc déjà on peut parler de Ronaldo à Al Nasser. Donc Al Nasser, je mets le contexte, donc club d'Arabie Saoudite qui est lié par le propriétaire au club de Newcastle, donc club en Angleterre. Et donc voilà, Ronaldo qu'on attendait, on savait qu'il voulait retrouver la Ligue des Champions parce que, et ça je le dis avec plus grande objectivité possible, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, je dis bien. Et ça sera peut-être à débattre, mais moi je pense ça, et je pense qu'il voulait retrouver cette compétition, et que finalement, du coup, en allant à Al Nasser, c'est un peu une déception. Je sais pas comment vous le voyez, vous, est-ce que c'est un recul? Alors, d'un côté, c'est pas un recul parce qu'il a 37 ans et on va être honnête, le nombre de joueurs de 37 ans qui jouent encore au haut niveau, il y en a très peu. Par Modric. Modric. Voilà. Lui, Zlatan à la rigueur, et Zlatan avait fait une pige en MLS. MLS, oui. Et puis là aujourd'hui, il a du mal. Moi, ce qui me fait un peu pitié avec Cristiano Ronaldo, c'est en fait sa manière de partir. Il fait cette interview lunaire, agressive contre Manchester United où en fait il déboîte le club et l'entraîneur et tout ça. Il y a une rupture conventionnelle de contrat. Donc il est sans club et je pense qu'il fait cette interview en pensant que il y aura des grands clubs derrière. Finalement, il n'y a personne qui l'a voulu et en fait on se dit il part de l'Europe sans aucun hommage. Il part par la petite porte. Il signe là-bas. Quand on voit les photos de la signature, c'est triste. Il n'y a personne. L'ambiance est vraiment. Quand j'ai vu cette photo, c'était. Et on se dit, on a vu des joueurs, évidemment, on en a vu des joueurs signés. Xavi a signé au Qatar, Iniesta a signé au Japon. Enfin, ça a toujours été. En plus, maintenant, il y a des Eldorado un peu comme ça, où justement les types vont faire des fins de carrière. Même, il y avait Rivaldo, il jouait encore il n'y a pas longtemps, il avait 55 ans, il jouait en Ouzbékistan. Tu te dis, tu vois, il y a beaucoup ça. Au niveau du niveau, on ne peut pas reprocher à Cristiano Ronaldo de ne plus l'avoir parce que il a 37 ans, il a perdu un enfant aussi, et je pense qu'au niveau mental, ça a joué. Mais c'est en fait la manière dont ça a été fait, où on se dit, en fait, sa fin de carrière est triste. Et puis en plus, quand on fait le parallèle avec Lionel Messi, parce qu'en fait, sa carrière a toujours été comparée à celle de Lionel Messi, on se dit, l'un part avec la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Il y en a un qui sort de la Coupe du Monde en pleurs et qui part à Al Nasser, et il y en a un qui va remporter la Coupe du Monde et part à Paris. Et ça, le changement, et c'est vrai, le contraste est fou, quoi. Et alors que finalement, déjà, Messi, il a 2 ans de moins que Ronaldo.
Après, je pense que mentalement, Ronaldo il s'est mis une sorte de pression. Je sais pas. Après là, lui, je connais que d'interviews tout ça. J'ai pas beaucoup. Je sais pas. C'est pas mon idole non plus, mais je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression à se dire, il faut que je retrouve la Ligue des Champions. Il faut que j'ai ça. Et en fait, le corps suit plus. Et ça, c'est compliqué, je pense, pour lui. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pense vraiment avoir encore le niveau, mais en fait, son jeu. En fait, il a un jeu qui n'est pas compatible avec des grosses équipes. Parce qu'en fait, pour performer, il faut que tout le monde soit à son service aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vrai que, après, vous ne l'avez pas connu parce que vous êtes vraiment jeune, mais le Cristiano Ronaldo en 2012, il jouait numéro 10, il courait, il driblait. Aujourd'hui, c'est vraiment un buteur. Devant la cage, ouais. Et s'il ne marque pas, c'est très compliqué dans le jeu. Et d'ailleurs, Erik ten Hag le sort pour ça, parce qu'il ne peut pas initier un pressing, puisqu'il ne court pas. Oui. Donc c'est vrai que quand on regarde les équipes, au PSG, il n'a pas sa place, au Real Madrid, il n'a pas sa place, à City, il n'a pas sa place. Donc il va où? Et ça, en fait, c'est tous les clubs qui ont l'argent pour. Et le reste, ils n'ont pas. Après, c'est vrai que moi, j'aurais préféré une sortie au Sporting, où il revient justement pour boucler la boucle. Mais bon, peut-être que le Sporting n'avait pas l'argent aussi, parce que là, tu l'as pas dit, mais c'est 200 millions d'euros. Oui, 200 millions sur 2 ans. Il va être ambassadeur de l'Arabie Saoudite jusqu'en 2030, donc il va se faire financièrement. Oui. Il va être bien, quoi. Je pense qu'il demande. Ses demandes financières vont pas avec ce qu'il va pouvoir donner au club. Et je pense que du coup, aucun club ne voulait mettre cet argent-là sur des retombées qui sont pas sportives, qui sont pas nécessairement. C'est peut-être pas, ça va peut-être pas être le grand Ronaldo et tout ça, et donc c'est assez dangereux, je pense, de miser là-dessus, quoi, je pense. C'est ça. Et donc ensuite, on peut passer à la deuxième actualité, le PSG en difficulté. Ça c'est un peu le titre, mais le PSG, donc on a vu lors de ces 2 premiers matchs de reprise. Avec Mbappé et Neymar qu'on a vu que pour le premier match qui est sorti avec un carton rouge au premier match, qui n'a pas pu faire le deuxième, mais donc un retour difficile contre Strasbourg. Il y a la victoire, mais faut aller la chercher à la 96e sur le penalty d'Mbappé, et le match de dimanche contre Lens qui était pauvre en termes d'intensité et de volonté de jouer tout simplement. Mais en fait, on se rend compte que le PSG est vraiment en difficulté quand l'équipe adverse c'est pressé et tout ça. Et puis en plus, c'est vrai que Lens, cette année, c'est vraiment aussi une équipe hyper surprise. Francaise fait vraiment des miracles avec cette équipe. Il a vraiment des super joueurs et tout. Mais c'est vrai que le PSG a toujours du mal quand il y a de l'intensité. Et on se dit, mais en fait, l'histoire se répète, quoi. On a l'impression que l'histoire se répète indéfiniment. Donc ils ont du mal contre les équipes qui pressent bien. Ils sortent en février. Et on se dit, c'est quand qu'en fait il y aura un déclic. Un déclic, ouais, c'est. Puis là, Mbappé revient et il porte un peu cette cape de héros du PSG, mais il peut pas tout faire. Puis là, on l'a vu très très seul contre Lens. Il était esselé, un peu orphelin de Messi et de Neymar. Et d'ailleurs, ce retour qu'on attend de Messi, Neymar, Mbappé, de voir comment Mbappé et Messi vont gérer leur retour ensemble. Comment retrouver Neymar, c'est limite le récupérer à la petite cuillère, quoi, Neymar, parce qu'il est anéanti mentalement, je pense. Oui. Je pense que. Mais le truc, c'est qu'en fait, le PSG, sur le marché des transferts, ils n'ont toujours pas compris que c'était mieux d'acheter 2 gros joueurs plutôt que 8 moyens. Et c'est vrai que cet été, ils ont fait un recrutement plutôt qualitatif, ça allait. Mais en fait, on se rend compte que ce sont beaucoup des joueurs moyens, quoi. Un type comme Ekitike, il est gentil, mais. Ouais, il va pas. Non, il n'a pas le niveau, quoi. Ouais. Et même en premier remplaçant, je veux dire, tu es en Ligue des Champions, tu perds contre le Bayern, tu regardes ton banc, tu vois Ekitike, tu dis c'est pas lui qui va faire la différence. Oui. C'est ça. Bon, on approche de la fin de cette émission. Je pense qu'on va finir par les petites recommandations culturelles, s'il y en a 2-3 qui en ont. Vous avez des. Paul, t'as quelque chose? Un film Avatar. Le Avatar que t'as revu. En plus, il était bien. Le 2 est pas mal. Le 2 était pas mal. Ouais, les images. Je vous l'avais déjà dit. Oui, tu nous l'avais déjà dit dans l'ancienne émission, c'est vrai. Ce qu'ils ont fait de la 3D, où c'est plus juste qu'on a l'impression de pouvoir toucher, mais plus comme une pièce de théâtre où on voit bien le relief, où on voit ce qui fait de la 3D, ou dans le sens où ça sort de l'écran, c'est plutôt c'est immersif. Voilà, c'est immersif, ça nous immerge dans l'histoire, c'est impressionnant, ils en profitent pour faire.
Dépouillé par Avatar, mais non. C'est un vrai avis. C'est vrai que le synopsis c'est un peu le même que le premier. Oui, c'est quoi le scénario est un peu il a imprimé le scénario, il a changé les noms. Il a rajouté du bleu clair pour changer d'avis, c'est bon. Oui, c'est vrai, il a vraiment fait ça. Mais donc du coup, Avatar dont on avait déjà parlé la dernière fois. Moi, je vais faire des recommandations plus foot, vu qu'on a été une émission sport. Une recommandation, mais il est très connu déjà, c'est Willou sur YouTube, que je ne sais pas si vous connaissez. Youtubeur français qui vit aujourd'hui aux Pays-Bas, qui est un fin analyste foot et que j'apprécie vraiment. Pendant la Coupe du Monde, il a analysé tous les matchs de la Coupe du Monde. C'était très difficile, mais je crois qu'il a vécu le meilleur moment de sa carrière, parce qu'on avait entendu. De quoi ? Oui, bravo à lui. Et donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en recommandation, l'émission du Winamax FC ou du Club des 5 que je suis très régulièrement avec des journalistes que j'apprécie beaucoup, Aïda Cherchou, Alton Mokolo, Thomas Bonavent et tout ça, tous ces gens-là que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est à aller voir et c'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres Non, moi c'est bon, je pense que non, tu as tout dit. Tout le monde. Ok. Bon, et ben on va clôturer cette émission. Je te laisse faire, Paul. Ouais. Tu peux. Donc merci à Coralie d'être venue. Merci à vous de m'avoir reçu surtout. On espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. La semaine prochaine, normalement. Voilà, normalement, c'est ça. Bon. Et à merci bientôt. à tous. Ouais, Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.